Eh bien, bonjour. J'attends mon coprésident qui n'est pas encore arrivé, mais ce que je propose, c'est que dans quelques secondes, nous commençons cette session. Une session parallèle qui, vous le voyez, donc, se révèle très prometteuse. Ah, Jean-Michel arrive. Donc très prometteuse, puisqu'il s'agit finalement donc, de parler à la fois de drogue et de médicaments. On va voir effectivement la filiation entre ces deux familles de produits. Ces médicaments qui deviennent des drogues et ces drogues qui deviennent des médicaments, on va voir finalement que c'est une question d'époque, c'est une question de situation. Et donc l'objectif, c'est à travers finalement 4 présentations, vous donner des exemples de différents ces produits justement qui vont à un moment donné se retrouver dans les différentes situations. Alors, pour commencer, puisque finalement on a une session relativement dense, nous allons commencer avec Elias Dakvar, qui vient de New York et qui va nous parler justement des hallucinogènes dans le traitement de l'addiction, avec notamment des résultats préliminaires concernant la kétamine. On vous laisse la parole. Well, thank you. It's an honor to be here. Appreciate the invitation to speak about research that we've been conducting at Columbia for the past 10 years or so. And it's been funded by two bodies from NIH, NIDA and NIAAA. I have no conflicts of interest. But roughly, I'll be speaking about two things. The first, why hallucinogens in general might be effective as treatments, what hallucinogens are, and how ketamine fits into all of that, and why ketamine might represent a good medication for treating addiction. So hallucinogen is one name for a very diverse class of medicines and other agents. As you can see here, the names reflect the different properties that these agents have been characterized as having. Deliriant, entheogen, which means manifesting the God within, hallucinogen, imaginant, oneirogen, phenerothime, fantasticant, psychedelic, and the list goes on. As one can roughly see here as well, the names can have a greater or lesser positive, negative valence, depending on which group and which agenda is talking about these medicines. But we'll go with hallucinogen for the purposes of this talk, which is the standard medical term for this class of medicines. It's a diverse group, structurally, chemically, experientially. Indoles are primarily serotonergic agents, though ibogaine is not. D-lysergic acid, LSD, dimethyltryptamine, harmaline, which is an MAO inhibitor, psilocybin, ibogaine, African root that has yet to be characterized pharmacodynamically. It's not clear what it does exactly. Dissociative anesthetics, ketamine, PCP, phenethylamines, mescaline, which is naturally occurring in various cacti, peyote, San Pedro, 2CB, DOM, MDA, MDMA. And there are many others, nitrous oxide, salvia divinorum, which is a kappa agonist, THC, the fly-agaric mushroom. Despite their different mechanisms and molecular structures, they are somewhat comparable in that they all produce in a time-limited manner non-ordinary experiences comparable to trance, psychosis, ecstasy, dreaming, and mystical experience. And their use is repeated to go back millennia for various purposes: ritual, divination, forecasting the future, initiation, pleasure, healing, sorcery and witchcraft, protection. Pictured here is someone receiving ayahuasca in a traditional ceremony.
Ayahuasca is a South American brew with DMT and harmaline. In the 20th century, after the discovery of LSD, classical hallucinogens, which are hallucinogens predominantly working by 5-HT2A agonism, were investigated in various settings as psychiatric treatment for addictions, neuroses, quality of life improvement more generally, investigations of consciousness, criminal justice. Certain studies suggest that LSD reduces recidivism. Criminals are less likely to continue getting involved in the criminal justice system. And they were also investigated in covert American-led operations as agents of warfare to incapacitate the enemy. Now, there are two treatment models, roughly, that have been investigated. One is the psychedelic model, which means a model aimed at producing a psychedelic state, a state characterized by transformative experience, experience comparable to what someone who hits rock bottom in addiction, for example, or someone who's really struggling with his addiction comes to realize, wow, I need to redeem myself, my life needs to change. It's also comparable to experiences that have been reported by religious figures over the centuries. The psycholytic model is a bit more modest. Its aim is to facilitate psychoanalysis by using these agents to weaken defenses and inhibitions that might get in the way of the process of introspection, of free association. So despite a lot of very compelling data collected, all these different trials and research programs, this direction of research was stopped in the early 70s when these medications became criminalized, primarily due to sensational claims of risk. But over the past decade or so, this research has resumed via private foundation funding, despite remaining illegal. Now, one important contribution that these various trials have made is that set and setting are crucial to minimizing risks and optimizing benefits. So set refers to the patient's expectations, past experiences, intentions, psychology, preparation. And the setting is the environment, context in which the medication is given. And that refers not only to the spatial environment, but also who's involved, how the medication is administered. And set and setting, I encourage you to regard as comparable to any other medical framework governing the safe use of high-risk interventions. There's a set and setting when it comes to surgery. There's a set and setting to psychotherapy. And one really can't understand the potential therapeutic effects of these medicines without considering set and setting appropriately. So as far as medicalization goes, to really look ahead to how we might use these medicines in clinical settings, the ideal hallucinogen should be one that's administered in a manner that doesn't lend itself to abuse or behavioral toxicity, that has an established safety record, has a reliable, lawful, dose-dependent psychoactive effects, and can be legally provided. Which brings us to ketamine, which, as the World Health Organization has said, it's one of the essential medicines. It emerged as a derivative of phencyclidine, PCP, as a dissociative anesthetic. Its chief virtue is that it causes analgesia and anesthesia without respiratory depression, so it can be given without the need for intubation or very intensive support. And is a favorite medicine of people working in traumatic settings, in attending to war casualties, and also in pediatric settings to
mollify a child and ensure that the procedure can get done without the kid being too agitated. Now, at sub-anesthetic doses, ketamine can result in psychoactive effects comparable to what we just discussed. Not just dissociation, which it's well known for, but also other effects that have made it very popular in party settings, as some of you may know, as Special K, much as these other medicines and drugs have been popular in such settings. Ketamine has been recently gaining a lot of press and fame for its antidepressant effects. A single sub-anesthetic infusion given to refractory depressives can lead to immediate, robust, and in some cases quite sustained improvements lasting weeks to months, though generally the benefits are seen for about 72 hours to a week. Now, switching gears slightly, what is the role of medications in cocaine use disorders, addictions more generally? So cocaine is known to be associated with various neuroadaptations. With regular use, it can evolve in problematic users to disruptions in communication between different parts of the brain, to put it very simply. And these different disruptions have been correlated with behavioral reactivity, craving, impulsivity, the blunted salience of non-drug reward. These adaptations not only occur with cocaine, but with other substances. And pharmacotherapy is thought to address these disruptions. That's one model for targeting the vulnerabilities associated with cocaine use disorder. Now, back to ketamine. What is ketamine thought to do to produce its antidepressant effects? One is the promotion of prefrontal neuroplasticity, which can be correlated with improvements in glutamate homeostasis. Another is modulation of prefrontal activity. Yet another is attenuation of resting state connectivity and activity. And perhaps there may be psychological mechanisms. Many of these therapeutic implications have relevance to cocaine use disorders in the various ways that I described earlier. The disruptions might be targeted by its effects on neuroplasticity, on normalizing glutamate homeostasis. And as I mentioned before, the psychological mechanisms may have some relevance within the psychedelic or psycholytic model. And in fact, intramuscular ketamine, this was done by Krupitsky, has shown promise as a treatment for opioid and alcohol dependence in the context of a psychedelic framework. So with all of that being said, we did a trial, a very early trial, looking at whether ketamine addresses some of the disruptions I mentioned earlier, specifically low motivation to quit and high cue-induced craving. And we found that a single dose of ketamine promoted motivation to quit, observed up to 72 hours post-infusion. And you can see here the Eureka is a scale to measure motivation. And it also reduced cue-induced craving. It was well tolerated. There was some dissociation as expected that was dose-dependent with increased doses of ketamine. And drug liking was low. And in fact, we didn't see any ketamine misuse in any of our participants. So we found that, yes, people reported that they wanted to quit cocaine. These were non-treatment seekers. But what does that mean? You know, they could just be saying it. It could be some kind of parallel to anxiolysis or an antidepressant effect. What about behavior? So we did a small study with 20 individuals looking at whether, okay, if they're given the choice to use free-base cocaine, will they do it or not? These were patients hospitalized up to 3 times for 6-day stays. The
the first hospitalization, they received 2 doses of cocaine on Monday, a saline infusion on Tuesday, and 5 choices of crack versus money on Wednesday. Those who chose cocaine more than 3 times continued with the trial. And then in the second and third trials, we did the same general procedure, except on the infusion days, they received counterbalanced 50-minute infusions of midazolam or ketamine. And we hypothesized that ketamine would lead to greater reductions in cocaine choices than would midazolam. And these hospitalizations were separated by 2 weeks, so it also gave us opportunity to look at their drug use in the natural ecology. So we found that ketamine significantly reduced cocaine choice. We found that it also reduced craving and cocaine use in the 2-week follow-up. We found that it also increased non-reactivity. So I mentioned 2 different models one can approach ketamine with, one being the neurobiological one, the other being a more psychoactively oriented one. So we wanted to investigate, well, do the psychoactive effects matter? So we know that subanesthetic ketamine is associated with dose-dependent alterations in consciousness. Dissociative effects have been well characterized, but mystical type effects, which are crucial to the psychedelic model, haven't. So in the first study I mentioned, the one that ascertained motivation to quit, we gave a scale assessing for different domains of a mystical experience. I had an experience in which I realized the oneness of all things, a feeling of awe, a new view of reality, an experience which seemed sacred, an experience in which I felt all things were alive, etc. And we found a dose-dependent increase in mystical type experience with ketamine, as you can see here. And we also found that motivation to quit, the effect of ketamine on motivation to quit, was mediated by mystical type experience. So the more mystical the experience was, according to this measure, the more likely they were to feel motivated to quit. We did the same analysis with the second study I mentioned, the one with cocaine self-administration, and we also looked at near-death experiences, which have also been anecdotally correlated with ketamine, perhaps because of ketamine's dissociative effects, but hasn't really been experimentally looked at. So we found the same thing, that ketamine leads to mysticism, mystical type experience, that it leads to near-death experience, that it leads to dissociation. We also, for the purposes of this analysis, created a global improvement measure. Specifically, what % reduction in cocaine use did they have, both in the natural ecology and by self-administration. Of course, ketamine was superior to midazolam. And then we found that mysticism, mystical type experience, was the only psychoactive effect found to mediate global improvement. We looked at dissociation, near-death experience, as well as the mysticism. So, in these studies, we were quite pleased with how safe it was. Dissociation was limited to the experience. There was no robust drug liking. So we were comfortable in moving to a clinical setting. How might ketamine help clinically? As I mentioned, there are various vulnerabilities associated with cocaine, chronic cocaine use that might be vulnerable to ketamine and that might impact behavioral treatment. Ketamine may thus address these vulnerabilities and facilitate treatment. Specifically, we were interested in mindfulness-based treatment, which has various mechanistic and psychological parallels with ketamine. We did a clinical trial, ketamine versus midazolam, in individuals receiving mindfulness-based relapse prevention. A single infusion occurred in the first week. We found that 48% of individuals receiving ketamine were abstinent in the last 2 weeks of the trial versus 10%. The ketamine group was 6 times more likely to maintain end-of-study abstinence, controlling for route of use. A larger trial was recently initiated with 123 people. Time to relapse was also reduced in the ketamine group, as was craving. And what we found here as well was craving reduced over time. So it wasn't that it only reduced following the infusion and then it went back up.
as patients continued to engage with the behavioral treatment, the craving scales continued to reduce. Likelihood to use cocaine was also reduced. So another trial we did was looking at ketamine more broadly. Might it help other addictions? And we found in a 5-week trial with alcohol users, ketamine versus midazolam led to a greater proportion of non-drinking days, and a similar trajectory as with the cocaine users. Early gains were maintained throughout the trial. So a lot of other trials going on, one with opioid users. We have a pilot trial investigating ketamine for cannabis use disorder. 100% of participants have achieved abstinence thus far. And in clinical settings, infusions have been well tolerated in the more than 150 individuals that have received it. No misuse or persistent behavioral toxicity. So in conclusion, ketamine seems effective at disrupting addiction, especially in the context of behavioral treatment, safe, well tolerated. Our data also suggests that focusing entirely on neural mechanisms is misguided. A certain subset of psychoactive effects may be critical for behavioral impact. And future studies are needed to extend these findings to more generalizable clinical settings. Thank you. Merci pour cette très belle présentation. Alors, comme nous avons un timing relativement contraint, avec 4 présentations qui se succèdent, je vous propose de garder les questions à la fin. Donc, on va essayer de rentabiliser justement les présentations. Jean-Michel Delisle nous a rejoint, donc on le salue bien. Et je vais prendre la connexion pour finalement faire la suite de la présentation. Ça va être un peu compliqué. On va rester assis, ça sera plus simple. Alors, finalement, je vais vous parler du GHB. Et vous voyez, on est passé de la kétamine au GHB. Et finalement, vous allez voir que ce GHB, finalement, il a différentes représentations selon les époques et selon le contexte. En effet, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, finalement, on peut tout à fait résumer l'ensemble des produits, vous voyez, sur cette figure, avec les grandes familles, je dirais, des différents produits, aussi bien donc les médicaments que les produits dits illicites. En fait, c'est une question d'époque, puisque vous voyez que finalement, du médicament au produit illicite et vice-versa, eh bien, on vous montre d'une part ici la cocaïne. Vous savez très bien que la cocaïne, c'est une caïne, comme la xylocaïne, comme la tétracaïne, donc c'est un bloqueur des canaux sodiques, un anesthésique local, et que à l'époque, on a pu retrouver dans la pâte à dentifrice, si vous aviez des gencives un peu sensibles, ou des dragées pour calmer le mal de gorge. Ici, vous avez l'héroïne. Vous voyez que finalement, l'héroïne, au départ, ça a été fabriqué pour remplacer la morphine. C'est la décylmorphine. Et vous voyez que c'était vendu par Bayer à côté de l'aspirine. Et puis, vous avez aussi plus bas la PCP. Donc, on a évoqué la kétamine juste à l'instant, mais la PCP a précédé. Vous voyez, donc c'est la phencyclidine, poussière d'ange, angel dust, a précédé, ou encore le LSD-25 qui était fabriqué par le laboratoire Sandoz. Donc, on voit bien finalement que plusieurs de ces produits ont été au départ des médicaments. Donc, vous voyez que c'est une question d'histoire. Alors, vous voyez, donc c'est une question d'époque, et on voit que finalement les choses peuvent changer lorsqu'on s'aperçoit finalement qu'un produit va devenir problématique. Et alors, vous voyez que notre GHB, il est ici, il fait partie de ces produits plutôt sédatifs. On va voir pourquoi, quel est son mécanisme d'action, et finalement dans quelle mesure il a été problématique, et finalement quelles sont les perspectives possibles avec ce produit. Car en effet, finalement, vous voyez que si on veut rester très simple et si on veut prendre beaucoup de hauteur par rapport finalement aux différentes addictions, aux différents produits, eh bien c'est un écosystème. Et vous avez aussi bien d'un côté des produits dits licites et des produits illicites. Et finalement, vous voyez que pour les différents médicaments, vous allez retrouver les pendants. Du côté illicite, on a des analogues benzodiazépines, on vient d'évoquer l'héroïne pour les morphiniques, la cocaïne pour le méthylphénidate, l'amphétamine et les autres psychostimulants. Voilà pour la kétamine, eh bien on va avoir de l'autre côté, vous voyez, donc la PCP et autres produits psychostimulants. Et on a aussi donc les hallucinogènes comme LSD, etc.
Et finalement, vous voyez que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est très facile. Hein. On n'a que l'embarras du choix pour faire des polyconsommations, différents panachages. Et finalement, ce qui fait qu'on est plus d'un côté plutôt que de l'autre, eh bien, ça va être des aspects psychopathologiques, des aspects socio-environnementaux qui font qu'on va plutôt être d'un côté plutôt que de l'autre. Et en sachant que tout ça est complètement donc évolutif en fonction du temps, en fonction du contexte, en fonction des sociétés. Vous voyez, donc on retrouve ici finalement des grandes familles de produits qui peuvent être licites ou illicites. Et donc il y a une évolution de l'offre, et on voit par exemple que Internet a largement contribué donc à faire évoluer cette offre, avec notamment tous les produits dits legal high, avec les nouvelles substances psychoactives, et donc ça entraîne forcément une évolution des addictions, et du coup on peut avoir, en fonction des disponibilités, des compensations de consommation et des transferts d'addiction. Donc là aussi, vous voyez que nous n'avons que l'embarras du choix. Donc autant vous dire que la société moderne favorise largement ce type de problématique. Alors le GHB dans tout ça, eh bien on va le voir. Alors quand on dit GHB, on va faire un petit quiz donc dans la salle. À quoi pensez-vous? Allez, la parole est à vous. Hein? Allez-y. La drogue du violeur. Qui est d'accord avec ça? Ah, qui n'est pas d'accord? Ah ben ça vote pas beaucoup hein, aujourd'hui. Hein. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Eh ben dis donc, c'est pas très interactif. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, alors c'est vrai, vous voyez que vous avez évoqué finalement ce que tout le monde pense d'habitude lorsqu'on dit GHB de manière très réflexe, on dit drogue du viol. Maintenant, je vais vous présenter entre ces deux types d'individus, celui de gauche qui va effectivement utiliser donc un produit et celui de droite, un autre produit. Quel est à votre avis celui qui est le plus impliqué dans la drogue du viol? Alors, qui dit gauche? Allez, on fait un vote à main levée. Qui dit gauche? Qui dit droite? Eh bien, vous avez raison, c'est la drogue de mamie, car effectivement, la drogue du viol, c'est le zolpidem. Hein. Aujourd'hui, on oublie régulièrement, vous voyez à quel point, finalement, les représentations peuvent être très fortes. Donc, c'est bien mamie qui a gagné. Et en effet, lorsqu'on regarde les enquêtes concernant la soumission chimique, vous voyez, sur les 360 cas qui avaient été donc répertoriés dans l'enquête de 2015, il y a 49 soumissions chimiques vraisemblables. Et en fait, vous voyez que dans les médicaments qui arrivent largement en tête, c'est zolpidem, suivi des benzodiazépines. Et par contre, vous voyez, pour les non-médicaments, eh bien, le GHB, finalement, il fait pâle figure comparativement. Donc voilà, encore une fois, on maltraite ce produit, finalement, qui ne mérite pas tout ça, car finalement, c'est un produit multifacette, comme vous allez le voir. En effet, il a une très longue histoire. Il a été notamment redécouvert par Laborie dans les années 60, et aujourd'hui, il est encore utilisé comme un anesthésique. Si vous allez dans le Vidal, vous allez le trouver, c'est le gamma-OH. Vous voyez, donc il est d'ailleurs en liste 1, il est à usage hospitalier. Et puis, vous voyez que c'est un produit donc, qui a continué son histoire et qui est utilisé notamment dans l'alcoolodépendance. Vous allez comprendre pourquoi. L'alcovert, depuis plus de 20 ans, en Italie et en Autriche, en raison des mécanismes d'action que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, vous voyez, dans son parcours, dans les années 80, il a été abusé dans les salles de sport, notamment comme anabolisant, puisqu'il aurait favorisé donc, la sécrétion notamment de l'hormone de croissance. Donc, ça contribuait à augmenter la masse musculaire. Et puis, il a été aussi utilisé, bien entendu, dans les endroits festifs, récréatifs, techno, gays notamment, en raison de ses effets désinhibiteurs et entactogènes, empathogènes, d'où le terme d'extasie liquide, parce qu'effectivement, il reproduisait certains effets qui ressemblent à ceux de l'extasie, mais qui a contribué aussi, bien entendu, aux abus, aux addictions, aux intoxications, notamment en cas d'association avec l'alcool. Et puis, bien entendu, donc la soumission chimique, et c'est pour ça que vous avez évoqué la drogue du viol, et vous voyez à quel point, finalement, vous avez une vision extrêmement réductrice du parcours de ce produit. Et cette soumission chimique qui est liée notamment à son effet d'une rapide désinhibition, mais aussi un effet hypnotique et amnésiant. Donc forcément, ça peut être utile dans ce type de stratégie. Mais c'est ce qui a entraîné finalement son classement en 1999. Et puis, vous voyez, en 2005, eh bien, finalement, ce médicament, on le redécouvre sur la scène dans le traitement de la narcolepsie avec cataplexie, sous un autre nom commercial, bien entendu, ça fait plus mieux bien, c'est le Xyrem, mais c'est toujours l'oxybate de sodium. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que la dose où on va l'utiliser, de 2,25 à 9 grammes par jour, eh bien, vous voyez que dans l'alcool, c'est finalement des doses moindres, et pourtant, on voit à quel point ça entraîne des freins extrêmement importants de ce médicament dans l'alcoolodépendance. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes sujets, ce n'est pas le même contexte, et on voit à quel point la représentation, finalement, donc, peut être extrêmement importante dans la façon dont on peut concevoir, finalement, un produit et son usage. Vous voyez que finalement, le GHB eh bien, fait partie du système GABAergique. Et ce qui est très intéressant, vous voyez que lorsque finalement vous prenez du GHB, eh bien, c'est un produit on a du GHB en nous. Nous avons du GHB en nous. Vous voyez qu'on a même des récepteurs GHB. Ça fait partie donc des systèmes de neurotransmission endogènes. Et on voit bien qu'il existe une interconversion entre le système GABA et le système GHB. Et donc, d'ailleurs, on va voir qu'il y a une concentration physiologique qui va agir sur le récepteur GHB. Donc, par contre, il est évident que lorsque vous utilisez des concentrations plus élevées, et justement lorsque le produit a été classé un peu moins disponible, eh bien, un certain nombre de personnes se sont rabattues sur les précurseurs, comme le GBL, la gamma-butyrolactone, ou encore le tétrahydrofurane, ou encore le 1,4-butanidiol, qu'on va, vous allez le voir, trouver de manière très facile dans le commerce sous forme de solvants, nettoyeurs de jantes. Alors, il y a eu tout un classement, donc une interdiction par rapport aux produits qui étaient trop fortement dosés, mais on les trouve très facilement sur Internet, par bidon de 5 litres d'ailleurs. Donc vous voyez que c'est... Alors à dose physiologique, on va plutôt agir sur le récepteur GHB, mais lorsqu'on est à dose extra-physiologique, eh bien vous allez agir sur les récepteurs GABA-B. Vous voyez, celui qu'on a évoqué hier pour le baclofène, et puis comme le produit va se transformer en GABA, eh bien il va agir sur les récepteurs GABA-A. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que si finalement le récepteur GABA-B, il est peu addictif, on voit avec le baclofène, finalement les cas d'abus sont faibles. En revanche, vous connaissez le récepteur GABA-A, c'est celui des benzodiazépines, et là le risque addictif est bien plus important. Alors, effectivement, vous voyez, encore une fois, les benzodiazépines, eh bien, là aussi, c'est une question de représentation. Vous voyez que l'Agence du médicament, en 2013, elle avait fait donc un état des lieux de la consommation des benzodiazépines, qui sont tellement banalisés dans notre société. Vous voyez qu'il y a 11,5 millions de personnes qui ont pris au moins une fois une benzodiazépine dans l'année. 7 millions, ce sont des anxiolytiques, et 22% des individus prennent 2 benzodiazépines simultanément. Ça paraît tout à fait normal quand on en parle comme ça. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les dames qui prédominent très clairement dans cette consommation. Et vous voyez, le plus fort, c'est que plus on avance dans l'âge, et plus ça consomme des benzodiazépines, avec une durée d'usage, vous voyez, qui est largement au-delà de ce qui est préconisé donc, au niveau des praticiens. Alors, autant vous dire qu'on avait fait une enquête dans les officines, et autant vous dire qu'on n'avait pas été surpris de voir que certains patients avaient des traitements depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans, sans jamais remise en question, ni par le médecin, et encore moins par le pharmacien, qui dispense allègrement les traitements. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ces produits qu'on a complètement banalisés, eh bien, ils ont un risque addictif qui peut être extrêmement élevé, qui, selon la population, va de 10 à 50%. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même le risque lié au sevrage, on parle celui de l'alcool, eh bien effectivement il y a celui des benzodiazépines, les syndromes de sevrage arrivent dans 15 à 30%, c'est d'abord un phénomène de rebond, mais il peut y avoir des crises d'épilepsie dans 2% des cas. Et puis les risques d'abus, eh bien ils sont très fréquents, et vous voyez que si en France nous comptons environ 200 000 tentatives de suicide, eh bien dans 82% ce sont des intoxications médicamenteuses volontaires, pas forcément donc avec une intention de létalité. Et puis, vous voyez que c'est dans 91% des cas des benzodiazépines. Donc là aussi, vous voyez que la représentation, finalement, donc, des produits fausse complètement, bien entendu, notre perception et la façon de nous comporter par rapport à ces produits. Alors, si on en revient maintenant à notre GHB, mais aussi, vous voyez, donc les précurseurs, pour faire simple, vous voyez, donc c'est un produit qui a une action assez rapide, et donc ce n'est pas le fait du hasard qu'il a été utilisé pour différentes raisons, et notamment, vous voyez, donc utilisé en situation récréative pour ses effets de type ecstasy, qui favorisent, vous voyez, donc certaines euphories, des inhibitions, facilite le contact, bien entendu, et puis bien, après c'est une question de dose, si on augmente la dose, ça fait dormir, et vous voyez que finalement ces différentes propriétés vont être utilisées justement dans la soumission chimique. Par contre, bien entendu, si on augmente un peu trop la dose et si on associe avec d'autres produits sédatifs, le risque, c'est bien entendu le coma, notamment ce fameux G-hole, voyez, donc le trou, donc induit par le GHB. Et puis en termes de toxicité chronique, vous voyez que c'est un produit qui n'est pas anodin, puisque non seulement vous allez pouvoir développer finalement une accoutumance, une tolérance, comme les benzodiazépines, comme l'alcool, et donc forcément la nécessité d'augmenter les doses, avec, vous voyez, donc des gens qui vont développer une véritable dépendance
dépendance à la fois psychique et physique, et qui dit dépendance physique dit en cas d'absence de produit, un syndrome de manque avec un risque identique à celui de l'alcool, c'est-à-dire donc des crises d'épilepsie, un délirium de type très mince comme on peut l'avoir avec l'alcool. Donc là aussi, vous voyez, c'est une question de réceptologie. Au-delà des produits, ce sont vraiment les récepteurs sur lesquels on agit, avec, vous voyez, donc une dynamique, la survenue donc des manifestations à 6 heures plus tard, avec un pic à 24 heures, et ça peut durer jusqu'à 14 jours. Alors, donc, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est finalement donc les perspectives que ça peut ouvrir. En effet, vous voyez que le système finalement GHB GABAergique de manière globale, eh bien, vous voyez, donc dans le cadre des troubles de l'usage d'alcool, eh bien, quand on voit finalement qu'avec le GHB, on va couvrir finalement toute la réceptologie GABAergique, pour faire simple, eh bien, ça paraît logique d'imaginer finalement une stratégie de substitution dans le cadre de l'alcool. Et en effet, donc, c'est ce qui est utilisé depuis de nombreuses années, donc en Italie et en Autriche, avec l'Alcover. Alors, finalement, est-ce que ça paraît concevable ? Eh bien, vous voyez, il y avait un article qui était publié par Chicken Nut en 2012 qui disait justement donc la stratégie de substitution dans l'alcool. Est-ce que justement il ne faudrait pas y repenser ? Eh bien, ça paraît logique. Ça doit permettre justement de réduire donc l'usage d'alcool et être moins dangereux, bien entendu. Et finalement, donc, on retrouve ici le fait que ça entraîne moins de conséquences finalement que l'alcool lui-même, que théoriquement, le mésusage, idéalement, il devrait être moindre, que là aussi, il permet de se substituer donc, sans pour autant utiliser l'alcool en même temps. Il doit être moins dangereux en cas d'overdose avec l'alcool, et il devrait théoriquement, idéalement en tout cas, pas potentialiser les effets de l'alcool, et devrait apporter effectivement donc, un bénéfice sur le plan donc, de la santé, sur le plan économique. Voilà. Donc ça, ce sont, on va dire, des critères idéaux, je dirais. Après, c'est une histoire de compromis, et finalement, on peut imaginer donc, différents produits qui pourraient donc, remplir ces fonctions. Et pour montrer, donc, au-delà de l'alcool, eh bien, finalement, il y a une recherche active actuellement sur le GHB. On s'aperçoit qu'au-delà d'agir, bien entendu, sur son récepteur spécifique, à dose extraphysiologique sur le récepteur GABA-B, au-delà de se transformer en GABA qui va agir sur le récepteur GABA-A, eh bien, le GHB va agir sur un sous-type de récepteur GABAergique A qui pourrait ouvrir, là aussi, des perspectives dans le traitement de l'anxiété, de l'insomnie ou de l'épilepsie. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est finalement donc, les perspectives que ça peut ouvrir. Et bien là, à nouveau, on redécouvre des anciennes molécules. Vous voyez, c'est le cas, par exemple, de molécules qui vont vous rappeler d'autres produits, le brétazénil qui vous fait penser au flumazénil, l'antidote donc, des benzodiazépines, ou le pagloclone qui fait penser au zopiclone. Eh bien, ces produits, vous voyez, qui pourraient avoir des perspectives, ce sont des agonistes partiels. De la même façon qu'on a la buprenorphine dans les opioïdes, on a la varenicline pour le tabac, eh bien, on aurait effectivement, vous voyez, des agonistes partiels GABAergiques pour, vous voyez, on parle de l'anxiété, les troubles du sommeil ou l'épilepsie, mais aussi pour l'alcool, potentiellement. Vous voyez que ça pourrait être une stratégie proposée, puisque finalement, donc même si les benzodiazépines aujourd'hui, ce sont des produits finalement qui ont une marge de sécurité assez importante, eh bien finalement, avoir des agonistes partiels pourrait représenter là aussi une perspective intéressante finalement donc dans les addictions à l'alcool notamment, mais pas que. Alors, car finalement, vous l'avez compris, et c'est ce qui a été montré dans la présentation précédente, eh bien, finalement, c'est une histoire de neurotransmission. Il faut toujours raisonner de manière extrêmement globale, et on a finalement, comme c'est indiqué dans le titre, des voies finales communes, finalement, donc que ce soit dans les problématiques addictives, que ce soit dans les pathologies psychiatriques, et finalement, lorsque on consomme des produits, c'est jamais le fait du hasard, c'est qu'on va aller essayer donc de modifier certaines neurotransmissions dans un sens, et dans certains cas, vous l'avez compris, quand les patients sont dans cette situation, eh bien, il est évident que consommer, ça peut être un moyen de se retrouver dans cette situation où finalement on est émotionnellement donc dans une situation un peu meilleure, en tout cas plus acceptable. Car en effet, vous voyez, donc lorsqu'on parle de l'addiction, c'est une question de curseur. Finalement, la nouvelle dénomination qui parle de l'usage au trouble de l'usage eh bien, permet d'avoir finalement tout un continuum, et on a vu que c'est évolutif avec l'apparition de la classification du DSM-4 qui permet de définir au bout de 2 critères sur 12 mois, eh bien, on pouvait considérer qu'il existait un trouble de l'usage léger, puis 4 modéré, 6 sévère. Eh bien, on retrouve, il est évident que là, il n'y a pas de problème, c'est un usage non problématique, ici c'est un usage problématique, et d'autant plus que le nombre de critères est important.
Et on voit bien ici, lorsque vous perdez le contrôle, vous avez un craving, notamment de manière obsessionnelle, un mode de consommation compulsif, et quelles que soient les conséquences, on est dans un usage qui devient très problématique. Mais bien entendu, tout ça est très subjectif, car bien entendu, on va définir la proposition de soin en fonction, mais c'est aussi la fonction du produit. Vous avez évoqué justement il y a un instant l'intérêt des produits. Pourquoi on consomme des produits? Eh bien, on ne consomme jamais par hasard. Il est évident que le produit va apporter une réponse à quelque chose. Et là aussi, effectivement, c'est très subjectif. Ça peut aller de la simple stratégie adaptative, situationnelle, contextuelle, jusqu'à une stratégie autothérapeutique chez certains patients. Et il est évident que lorsque l'usage n'est pas problématique, eh bien, soit, on voit que finalement le produit remplit une fonction sans créer trop de problèmes. Par contre, lorsqu'effectivement on est ici, eh bien là c'est problématique. Et finalement, vous voyez bien que les patients sont des personnes extrêmement pragmatiques. Lorsqu'ils ne sont pas idiots, ils savent très bien que les produits peuvent poser problème, et quand ils n'ont pas d'alternative, eh bien, ils font avec, car finalement, très souvent, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, c'est une question de survie, car effectivement, lorsqu'on consomme ces produits, ce n'est pas pour mourir, c'est tout simplement pour faire avec. Donc, ce qui veut dire, vous voyez, c'est que finalement, ces différents produits, dans le temps, eh bien, c'est une question de point de vue. Et là, si je vous remontre ce même objet, qui peut finalement, selon comment on se positionne, eh bien, être vu différemment selon les soignants et les usagers, finalement, donc, la moralité de cette histoire, c'est que même si ce point de vue peut diverger, eh bien, il représente une véritable richesse en termes finalement de compréhension finalement des fonctionnements des individus, du rôle des produits donc dans le fonctionnement des individus, et en termes de perspective thérapeutique. Je vous remercie. Donc, gardez bien les questions pour la fin. Je remercie effectivement tous ceux qui ont des téléphones portables de bien les interrompre, parce qu'effectivement, c'est toujours très désagréable pour les orateurs. Et nous allons donc continuer avec la présentation de Jean-Michel Delisle, qui va nous parler drogue ou médicaments, l'exemple du treatment. Merci Maurice, merci à vous tous d'être ici, nombreux. Alors je vous prie de m'excuser de mon arrivée tardive, aussi bien les orateurs, le président que vous, mais il y a tellement d'amis et de collègues à Biarritz qu'il est difficile de faire quelques pas sans être happé, et on m'a retenu pour une réunion impromptue dont j'ai pu me libérer un peu tardivement, donc excusez-moi. Avant l'été, nous étions à une réunion de préparation de THS, et nos amis Jean-Pierre et Arcade avaient eu l'idée heureuse d'organiser un temps d'échange entre nous autour de cette question complexe, en fait, qui est celle de drogue ou médicament en français. C'est-à-dire comment une même substance peut-elle être à la fois, peut-être, une substance mauvaise, maléfique, une drogue, au sens français du terme, et parfois aussi avoir des utilisations en médecine, en soins. Alors cette problématique abstraite et ancienne est évidemment actualisée par deux événements de grande ampleur. C'est l'épidémie d'overdose aux États-Unis, qui était essentiellement liée initialement à des médicaments, antalgiques, opioïdes, et d'autre part, la discussion autour du cannabis, dont les applications médicinales sont redécouvertes, ce qui requalifie peut-être la place de cette substance. Donc on voit que les catégories un peu illusoires qui avaient été construites au fil du temps et qui semblaient séparer d'un côté les bons produits, les bons médicaments, des mauvaises drogues de l'autre, évidemment ne correspondaient pas à la réalité, une réalité beaucoup plus complexe, qui nécessite systématiquement une évaluation d'un rapport qui est le rapport bénéfice-risque, et qui est en plus modulable et pluridimensionnel selon les contextes d'usage, qui complexifie encore le problème. Alors pour nos amis australiens et américains, je précise que si j'ai appelé le diaporama en même temps, c'est parce que c'est une phrase clé de notre actuel président de la République, le jeune président Macron, qui a une pensée comme chacun sait complexe, donc elle n'est pas réductrice, ce qui fait qu'il ne classe pas les choses en bien, en mal, en oui et non. Il essaye de dire que les choses peuvent avoir des qualités et en même temps, parfois, avoir d'autres aspects. Et puis ensuite, il faut trancher en fonction de ce rapport bénéfice. Donc c'est un éloge de la complexité, cher à Edgar Morin, mais en même temps, c'est toute la présentation que je vais vous faire. Avec une illustration, je crois, emblématique, mais qui arrivera en conclusion, qui est le trip treatment. Donc comment on peut utiliser des hallucinogènes. En l'occurrence, là, c'est plutôt la psilocybine, mais ça a été fait avec le LSD et d'autres substances,
dans des perspectives thérapeutiques. Alors même que dans les classifications internationales, les hallucinogènes sont vraiment les mauvais des mauvais, c'est-à-dire où les applications positives semblent extrêmement réduites et où les dangers sont évidents. C'est-à-dire, il y avait un ancien président de la commission des stupéfiants à l'Agence du médicament, dont je fais partie de la commission des stupéfiants, je salue les nombreux représentants de la commission, mais aussi ceux de l'Agence du médicament, qui disait qu'il y avait un véritable délit de faciès par rapport aux indolamines et à toutes ces structures sérotoninergiques dont on sait qu'elles ont un potentiel hallucinogène puissant, et dès qu'il y avait une structure chimique qui se rapprochait de ça, on commençait à les regarder avec suspicion. Et pourtant, même ces diables peuvent avoir des effets bénéfiques. Bon, je pourrais m'arrêter là, et le président serait tout à fait heureux. Enfin, je vais développer quand même un peu. Alors, je passerai très vite sur certains diapos, parce que ça a été fait. C'est en fait une présentation longue, mais je te rassure, ce sera abrégé. Et ceux qui s'intéressent à la version longue pourront y avoir accès sur les sites habituels. Donc, alors, il se trouve que moi, je suis psychiatre, mais je suis également ethnologue option Afrique. Ce qui fait que j'ai pas mal travaillé dans le temps en Afrique de l'Ouest et également en Afrique de l'Est. Ce qui fait que j'ai découvert des usages de substances qui étaient des usages généralement initiatiques et dans des contextes culturels où finalement ces produits-là qui sont susceptibles de déclencher des addictions, dans ces contextes culturels, n'entraînaient pas de problème, n'entraînaient pratiquement pas d'abus. Alors Maurice disait tout à l'heure que c'est une histoire d'histoire au sens où c'est une histoire de culture. De cultures humaines, et où la même substance, finalement, dans des contextes sociétaux ou des sociétaux culturels différents, pourront avoir des usages et donc des dangers qui seront divers. Donc toutes les sociétés ont connu des drogues, toutes les sociétés n'ont pas connu des addictions, et dans les sociétés traditionnelles où on connaissait presque toujours des drogues de la nature, pour autant, les usages classiques ne débordaient pas et donnaient peu lieu à abus. Alors, un exemple qui m'avait intéressé, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi, c'est l'iboga. Alors, l'iboga, c'est au Gabon. C'est des racines d'un petit arbuste là, qui sont, comme vous le voyez sur le diapo, ingérées en fait essentiellement lors des phases initiatiques. Ce qui veut dire, et ça ne va pas intéresser le laboratoire, que l'usage se résume à un usage ou deux usages sur une vie entière. Ce qui évidemment n'est pas extrêmement porteur. Et dans le cadre de ces usages initiatiques, l'avantage de ces substances est qu'en plus des tam-tams, des flammes, la nuit, etc., dans ces ambiances un peu particulières, on peut entrer en communication avec les instances divines et avoir à ce moment-là les révélations sur l'origine du peuple, l'origine de l'homme, l'origine de la culture, etc. Alors pour autant, comme vous voyez en haut à droite, actuellement, l'iboga renaît, mais là, vous voyez un blanc là, qui est au milieu de ces personnes. Et lui, en fait, il fait un voyage initiatique au Gabon, mais pour se traiter d'un problème, généralement, d'addiction. Et il inscrit la prise de cette substance dans un contexte culturel global de psychothérapie massive, d'imprégnation culturelle, avec une véritable évolution au plan psychologique, évidemment, qui est liée à un rituel initiatique. Or, ça m'a intéressé en tant que ancien ethnologue, ça m'intéresse aussi en tant que coordonnateur régional pour la Nouvelle-Aquitaine du dispositif TRIND de l'OFDT, parce que nous avions attiré l'attention des autorités nationales de l'OFDT en 2004 sur le développement en France chez des jeunes gens des usages de substances naturelles, avec un retour un peu influencé par la nature, c'est bien, c'est bon, il faut se méfier des médicaments, de la chimie, donc ce qui est naturel est nécessairement sympathique, et en plus avec des retours aussi à des tendances un peu New Age, chamaniques, etc. Donc dans le tas, il y a évidemment le datura, qui est quand même l'espèce emblématique et qui a l'avantage de pousser chez nous, donc c'est moins exotique, mais bon. Et puis il y avait aussi des importations de champignons, de diverses choses. Et donc parmi ces substances, il y avait effectivement l'iboga, et en 2004, nous commencions à signaler des usages marginaux et abusifs d'iboga, mais dans un contexte culturel français, chez des jeunes gens, etc., et souvent qu'il importait sous forme de wild lettuce. Alors pour la petite histoire, j'ouvre une très brève parenthèse. Il se trouve qu'on avait fait cette présentation à Biarritz dans une autre réunion, et dans l'assistance, il y avait Michel Reynaud, que j'ai salué hier, et c'est à la suite de cette présentation qu'il m'avait demandé de faire le chapitre sur les champignons et les dysliptiques pour le manuel d'addictologie. Donc là, vous verrez après, il n'y a plus beaucoup de références, mais les références sont dans le manuel d'addictologie, Flammarion en médecine. On a renoncé aux droits d'auteur, d'ailleurs, je n'en avais pas beaucoup, parce que j'avais juste quelques pages. Or, l'iboga, je passe rapidement. C'est emblématique parce que usage traditionnel sous forme plante, mais ensuite, quand la France a développé sa présence en Afrique équatoriale, on a réussi à utiliser cette substance à des fins médicinales.
Et le regretté Dr Schweitzer, à Lambaréné, avait développé l'usage de l'iboga, dénommé lambarène, et qui est utilisé en dopage, qui a d'abord été proscrit d'ailleurs comme produit dopant pour ses vertus stimulantes. À faible dose, c'est plutôt stimulant. Donc on voit comment ces produits-là peuvent évoluer vers la pharmacopée, et en même temps, on se rend compte à ce moment-là qu'il commence aussi à avoir des usages abusifs. Alors d'abord en dopage, ensuite vous avez vu avec nos jeunes un petit peu transgressifs, et que fait la NSM suite à tous ces dossiers? Elle classe. J'étais là, donc je souscris à cette décision, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait des dérives par des utilisations sectaires, clairement, de l'ibogaïne, et puis il y a eu quelques décès en France, puisque ces substances-là ne sont quand même pas dénuées de tout inconvénient. Donc en clair, cette illustration-là montre bien la complexité des drogues, et il faut savoir se détacher de l'illusion dualiste. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais des rapports bénéfices-risques variables selon les usages. Alors, en français, on classe, on est cartésien, donc on aime bien avoir des catégories oui, non, positives, négatives, etc., et qui freinent parfois la complexité. Alors, l'exemple typique, c'est que le vocable latin original potio renvoie directement à la double dimension, telle que Janus, à la fois médicament et à la fois quelque chose de dangereux. Mais potio en français, ça a donné, comme c'est souvent le cas, je m'excuse pour les traducteurs, mais un doublé. Alors, en langue populaire, ça a donné poison, quelque chose de très dangereux, de mauvais, utilisé par des sorcières, à des fins maléfiques. Et puis quelque chose de langue savante, plus proche de l'origine latine, qui est potion, qui renvoie directement aux médicaments. Et donc vous voyez le cloisonnement entre potion et poison, avec ensuite le côté malfaisant, bienfaisant, les sorciers, les dealers, les médecins d'un côté, etc. Et puis en bas, évidemment, quelque chose qui est prescrit ou quelque chose qui est, à l'inverse, illégal. Et c'est un peu ce que j'essaie de représenter avec les deux visages de notre dieu Janus, qui est pour autant unique. Alors les plantes médicinales, c'est pareil. Hier, j'étais étonné agréablement là, par notre ami du NIDA qui évoquait la quinine comme étant un biomarqueur. La quinine, c'est le quinquina, vous le voyez au milieu. Hein, c'est une des principales plantes qui a été utilisée en médecine suite à la découverte de l'Amérique. À gauche, vous avez la coca. À droite, là, vous avez la digitale. La digitale est emblématique dans les plantes de celle qui est à la fois extraordinairement dangereuse et puis la digitaline, heureusement qu'elle existe pour autant. Le pavot, n'en parlons pas, c'est un superbe coquelicot, ça a été dit tout à l'heure, c'est la morphine, très utile, c'est l'héroïne, bon, qui a moins bien marché en médecine, c'est aussi le skénan et la codéine. La codéine, c'est un antitussif, mais c'est aussi le purple drank. Donc on classe, on a classé, la ministre a retiré la codéine du libre accès et de l'exonération il y a quelque temps en France, suite quand même, là aussi, à des incidents sévères. Donc, drogue ou médicament, je passe. On a évoqué tout à l'heure fort bien la part de la kétamine, maintenant du GHB. On se rend compte que toutes sortes de substances qui étaient catégorisées drogues peuvent avoir des applications médicales, et à l'inverse, que de nombreux médicaments, comme les opioïdes antalgiques, comme la ritaline, comme les benzodiazépines, comme le purple drank, la codéine, peuvent avoir des usages dans d'autres contextes qui vont être dangereux. Ça, je passe aussi rapidement, mais c'est une illustration qui est amusante, c'est le cannabis et la grossesse. En médecine traditionnelle, dans les sociétés traditionnelles qui connaissent le cannabis, l'usage majeur du cannabis, c'est en gynécologie. C'est pour lutter contre les douleurs des règles, c'est pour lutter contre les douleurs et les vomissements gravidiques, et c'est utilisé en postpartum. Ce qui fait que la médecine occidentale s'était emparée de ce savoir traditionnel pour en faire des médicaments. La dysménine, enfin tous ces médicaments, également avec Bayer et avec Lilly, étaient des médicaments qui étaient utilisés en médecine de la femme, en fait. Et on sait maintenant que le cannabis, pour autant, est potentiellement neurotoxique au moment du développement, du neurodéveloppement fœtal. Donc toutes les choses, vous voyez, sont extrêmement complexes et doivent bénéficier d'évaluation. Les opioïdes, je passe aussi rapidement, mais c'est intéressant. Les bons médicaments opioïdes médicamenteux, c'est une propagande qui a été créée au milieu des années 80 avec la publication à plus de 500 reprises de citations d'une lettre de 5 phrases qui disait que les opioïdes médicamenteux n'entraînaient pas de risque addictif, qui ensuite a été promu par toutes les sociétés savantes, dont on sait maintenant que les sociétés savantes étaient fortement animées à l'époque par les big pharma, qui prétendaient que l'oxycontin, l'oxycodone, l'oxymorphone, etc., étaient des médicaments à durée longue d'action et qui donc n'avaient pas de potentiel addictif. Le résultat, quelques années après, c'est ça, c'est près de 70 000 morts maintenant, c'est-à-dire plus que les accidents de la route, plus que la guerre du Vietnam. C'est un désastre sanitaire qui a été préfabriqué par l'illusion que certains produits,
parce qu'ils étaient dénommés médicaments, alors même qu'ils étaient des opioïdes dont on connaît un peu quand même le risque toxique et addictif, n'entraîneraient aucun risque. Or, je passe et j'en arrive au treatment. Il me reste 3 minutes. Non, un peu plus. Un peu plus, bon, ça va. Bon, en fait, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Donc là, vous avez des statuettes. Alors, c'est de très belles statuettes amérindiennes dans lesquelles vous reconnaîtrez, je pense, en grande difficulté, des champignons hallucinogènes et qui étaient utilisés, donc ingérés dans des traditions sacrées pour entrer justement toujours en communication dans des cadres de rites de passage avec les instances divines. Ça, c'est un rêve. Et ensuite, on se rend compte que les hallucinogènes, le LSD, les dysliptiques, enfin la psilocybine aussi, avaient commencé à être réappropriés en quelque sorte par la science, grâce à Hoffman, enfin, ça a été très bien rappelé tout à l'heure, pour essayer de voir s'il pouvait y avoir des applications médicales, et notamment en psychiatrie. Et vous savez que ça a été très largement utilisé comme catalyseur de psychothérapie dans les années 60 et 70 aux États-Unis, avec des succès incontestables. L'immense acteur Cary Grant, immense acteur, disait qu'il avait à peu près résolu la quasi-totalité de ses problèmes psychologiques après un voyage à l'acide, prescrit par un excellent psychiatre qui l'accompagnait, et que ça avait été plus efficace que les 10 années de psychanalyse dont il avait bénéficié auparavant. C'est-à-dire c'était quelque chose qui était perçu comme vraiment une ouverture tout à fait remarquable, parce que d'une certaine manière, on entrait en contact direct avec les processus inconscients. C'est plus rapide que les libres associations. Là, pouf, ça sort comme au cinéma, donc c'était quelque chose d'intéressant. Néanmoins, il y a eu toutes sortes d'ennuis, des décès par précipitation, enfin toutes sortes d'accidents, des gens qui restaient perchés, des psychoses aiguës qui avaient tendance à se chroniciser, etc. etc. Et donc progressivement, ces produits ont commencé à être interdits, d'abord aux États-Unis, puis en Europe et notamment en France. Or, pour autant, la communauté scientifique n'a jamais en fait, totalement perdu de vue que c'est des produits qui pouvaient être utilisés en médecine avec des perspectives qu'on ne comprenait pas bien, d'ailleurs, comment ça marchait, pourquoi ça marchait, mais on voyait bien qu'il y avait des effets quand même qui étaient, semble-t-il, très, très, très importants. Et je me souviens aux États-Unis d'avoir entendu Herbert Kleber, qui est quand même quelqu'un qui n'était pas réputé pour être un fanatique des dysliptiques, et qui disait qu'ils avaient pu constater chez des patients des évolutions tout à fait impressionnantes. Et depuis, alors, il y a eu des articles récents dans des revues quand même lourdes dans le monde scientifique, le Lancet, le British Journal, Nature, c'est la semaine dernière, c'est 16 octobre, qui quand même disent qu'il y a une piste, là, il y a quelque chose à creuser, et du coup on voit qu'il y a des développements de recherche, notamment initialement dans l'anxiété de vie, fin de vie, parce que là, le rapport bénéfice-risque, évidemment, il est plus simple à jouer chez des gens qui, hélas, sont en phase terminale d'un cancer. Mais par extension, ça a été également utilisé dans l'anxiété tout court, des dépressions résistantes, un peu sur les TOC, et plus récemment avec la MDMA, donc l'ecstasy en français, dans les états de stress post-traumatique. Alors voilà, Hoffman, il regarde, alors là c'est le délit de faciès, vous voyez le noyau Wendell typique qu'on retrouve dans le LSD, dans la psilocybine, c'est un graphe d'Hoffman qui avait travaillé là-dessus, et grâce à ses travaux, depuis on a pu repérer qu'il y a une histoire de récepteurs, effectivement, et là c'est typiquement les récepteurs sérotoninergiques de A. Alors, la psilocybine en thérapeutique, alors, vous voyez le champignon, en bas vous voyez le médicament. Alors le médicament c'est bien, le champignon ça se discute, et les médicaments, là en l'occurrence, ils sont dosés à 25 mg, prise unique. Et donc à New York, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Il commence à y en avoir aussi à l'Imperial College à Londres, et où la psilocybine est utilisée en prise unique, en fait, à peu près à 25 ou 35 mg pour quelqu'un qui fait dans les 70 kg. Et parfois 2 prises avec une semaine d'intervalle et avec un suivi au long cours. Alors presque immédiatement, on voit l'anxiété, y compris l'anxiété de fin de vie, qui quand même est une anxiété par essence rebelle, s'atténuer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce sont des résultats durables. C'est-à-dire même pour la dépression, on voit qu'il y a 50% des gens qui restent en rémission plusieurs mois après la prise unique, c'est-à-dire 6 mois après, 7 mois après, etc. Donc ça, évidemment, c'est une perspective tout à fait passionnante, sachant que, quand même, compte tenu des bad trips des années 60,
il est évidemment imposé que la délivrance se fasse dans un contexte particulier. Là, ce que vous voyez, alors il y a une lampe qui évoque un champignon, mais bon, c'est quelqu'un qui prend de la psilocybine, mais c'est une chambre d'hôpital, ça. D'hôpital à New York, il y a aussi des études à Johns Hopkins, à Baltimore. Et en l'occurrence, c'est dans une ambiance donc, qui doit être sereine, apaisée, avec des travailleurs de santé qui sont tout à fait aimables, attentifs, dans une ambiance tout à fait particulière, qui évoque pas celle d'un Carude d'ailleurs, mais qui est plus dans une ambiance très sereine, très soft. Et ce sont des personnes évidemment adultes et volontaires. Alors là, je vous le dis d'emblée, les études sont remarquables, mais selon moi, et c'est relevé par beaucoup de gens, il y a quand même un biais énorme. C'est qu'en intention de traiter, la majorité des patients à qui on propose cette expérimentation refusent. Et ceux qui acceptent, c'est presque toujours des gens qui en ont déjà utilisé quand ils étaient jeunes. Parce qu'aux États-Unis, fin de vie, 70 ans, vous voyez quels âges ils avaient dans les années 60. Donc là, c'est un biais. Il y a un deuxième biais, c'est que les études contre placebo confondent de la psilocybine et du sucre. On faisait parfois du placebo à l'hôpital entre fluoxétine et placebo. Déjà, les gens ils sentaient des petites différences. Si c'était des tricycliques, ils sentaient là à coup sûr. Psilo, ils savent. Donc il faut pouvoir avoir des comparateurs actifs. Et les comparateurs actifs qui sont retenus, en général, c'est la ritaline. Mais bon, enfin bref, là, c'est une critique, mais constructive. C'est-à-dire c'est vraiment que c'est des protocoles qui sont difficiles à faire. Alors du coup, on comprend un peu mieux comment ça marche. Alors là, je passe vite parce que c'est assez classique. En gros, un des modes d'action, c'est que ça découple. C'est-à-dire que ça supprime les connexions en fait, entre les parties conscientes, préfrontales, notre conscience de nous-mêmes, et les parties plus sensorielles, les parties plus émotionnelles, etc., qui normalement sont intégrées avec la conscience de soi et la théorie de l'esprit, en fait. Tandis que là, c'est ça que ça bloque. Ce qui fait que cette communication n'étant pas faite, cette désintégration-là va favoriser des connexions entre des zones qui normalement ne sont pas liées entre elles, donc émotions et sensations, par exemple, et visuelles, auditives, et en revanche, avec une dissolution de l'ego, ce qu'ils appellent l'ego, l'ego-dissolution avec une ouverture du monde. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que ça peut avoir un effet qui, entre nous, alors là, j'ouvre une autre barrière, c'est un effet chimiquement induit, mais qui est une psychothérapie. Ouais, alors là, on décrit les effets subjectifs. Beaucoup d'entre eux disent que c'est la plus grande expérience qu'ils aient fait de leur vie, ces patients-là. En fait, que ça a totalement changé. Vous avez les scores, là, vous regarderez, dans des expériences mystiques, ineffables, enfin exactement ce qui a été dit tout à l'heure, et avec un effet durable. Ce qui fait que les Anglais, notamment Carhart Harris, à Londres, commence à travailler même sur les supports neurobiologiques du coup de l'expérience mystique en utilisant ce type de médicaments comme support, etc. Et vous voyez en bas un Indien là, qui mange quelques champignons, et derrière le grand qui parle, quand c'est grand, plus grand qu'un homme, c'est Dieu. Ça permet d'être en contact direct, que voulez-vous, avec Dieu. Bon. Et ça, c'est presque la semaine dernière, 13 octobre 2017, Nature. Et dans le même sens, c'est des études qui permettent de mieux comprendre la neurobiologie, à la fois des expériences mystiques, et pourquoi, du coup, ça pourrait avoir un effet durable. Certains font la comparaison avec un stress post-traumatique, mais favorable. C'est-à-dire où il y aurait un effet où c'est plus pareil après qu'avant, mais dans le bon sens. Et là, ce qui est encore pire ou mieux, je ne sais pas, alors je baisse la voix parce que ça va moins plaire peut-être aux non-psychiatres, c'est que ce type d'image, vous les voyez en bas, alors je n'ai pas traduit, mais c'est ECT, c'est électroconvulsive thérapie. C'est-à-dire ça rappelle ce qu'on peut voir après un électrochoc, dont on se demande toujours comment ça marche, et on commence à avoir du coup avec des pistes qui sont tout à fait prometteuses. Donc conclusion, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bons et de mauvais produits. Il y a des produits qui ont des avantages et des risques tout à fait importants. Il faut pouvoir les évaluer individuellement, faire du bénéfice-risque. Et pour ceux, par contre, ne pas s'interdire de faire de la recherche. Et je crois que même ces substances-là qui étaient très mal vues, sous réserve qu'on fasse une autorisation, enfin une demande d'autorisation en bonne forme à la NSM, ça peut être étudié. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit de faire avancer la science et la réflexion. Et je crois que c'est une perspective tout à fait intéressante qui nous permettrait de complexifier et de mieux comprendre et intégrer les deux visages du pharmacone. Donc merci. Merci beaucoup à Jean-Michel pour ce voyage, justement, donc extrêmement riche. Et on va poursuivre avec Adrienne Dunlop, que vous avez déjà vu hier,
et qui va nous parler de la liste des amphétamines orales chez des adultes présentant une dépendance à la méthamphétamine et étude de phase 2 en Australie. Bonjour, hola, kaisho, good morning. It's great to speak to you again. So I'm going to continue along this theme of a discussion around a medicine and a drug, and in this case talk about lisdexamfetamine for methamphetamine dependence. Just to start, an important bit of background for you is in Australia, cocaine use is not so common. It appears a little bit in Sydney, but beyond Sydney, it's not the most common stimulant. So of all of the stimulants, methamphetamine is the most common stimulant, and that's why it's a particularly interesting question for us to consider. So just quickly to review current therapies for stimulant dependence, of course, counselling treatment, psychological treatment, cognitive behavioural therapy, etc. Is first-line treatment. It has an effectiveness. It has a modest effectiveness. It's not so responsive, or it's not so beneficial in situations where there's sexual risk behaviour. And to some degree, it's more useful for users with lower intensity amphetamine use. For those with higher intensity or higher levels of dependence, it's not as useful. There's been many attempts at substitution treatment, although not usually very large studies. Dexamphetamine, modafinil, methylphenidate, etc. Have been used. There's been a Cochrane review, and typically, or the results from the Cochrane review say that many studies are underpowered or the dose might be too low. The other important background is by quirk of the health situation in New South Wales. There's 2 clinics that have a special permission to treat people with methamphetamine dependence with dexamphetamine. It's not permitted in other clinics, but it is in these 2 clinics. So we had some direct clinical experience of using dexamphetamine to try to help people with methamphetamine dependence who did not respond to counselling or psychosocial interventions. So just quickly to describe lisdexamphetamine to you. It's been licensed for a couple of years now in Australia for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder for doses up to 70 milligrams per day. The theoretical advantages of using this drug for methamphetamine dependence is that it doesn't have any free dexamphetamine. There's a number of studies that suggest that the abuse liability is less than dexamphetamine. It can be given once per day. It has a slow onset. It has a lower peak concentration and a longer duration of action compared to dexamphetamine. And it's essentially a prodrug. So lisdexamphetamine metabolizes in the red blood cells to L-lysine and to dexamphetamine. So there's no benefit if it's been used as a medication to crushing the tablet, injecting the tablet. There's no increased intoxication compared to taking it orally. So I'd like to acknowledge my co-investigators, particularly Professor Izard from St Vincent's Hospital in New South Wales, who together we did the study. We were interested in doing the study, and we weren't able to get any funding to do the study, so the 2 hospitals combined together to do the study. So the idea was essentially to try to determine what might be a safe and effective dose of lisdexamphetamine to then use in a future trial. And so we decided on a dose much higher than it's used for attention deficit hyperactivity disorder, and did this as an outpatient trial. So we decided to try doses up to 250 milligrams, and you can see we enrolled patients
They had 1 week at 100 milligrams, then 1 week at 150 milligrams, 1 week at 200 milligrams, then 2 weeks at 250 milligrams, and then the dose descended by 50 milligrams each week until the end of the 8 weeks, and then we had a follow-up interview 1 month after that. Patients were blinded to the doses. They didn't know that it was an ascending, descending type dose study, so they had both placebo doses and active doses, and so received the same number of tablets each day. And the key outcomes that we wanted to measure were essentially safety and tolerability, and retention in treatment. So we were checking blood pressures daily, craving measures, withdrawal, physical and mental health, psychosocial functioning, and we are also interested in the number of days of methamphetamine use out of the previous month. We provided counselling, but it wasn't compulsory for the study, and if participants missed more than 3 consecutive days in a week, then they did not continue in the study. So we enrolled 16 patients in the study. The average age was 41 years old. 3/4 were male. Just over 10% were from Aboriginal cultural background. Just over half identified as being heterosexual, with the remainder gay, lesbian, bisexual. In terms of medical history, a small proportion had HIV, hepatitis C, and ADHD. They had been using for just over a decade, and we're using quite intensively. So over the past month, on average, we're using 21 days per month. And just over 2/3 were injecting, the remainder was smoking methamphetamine, or inhaling the vapor, I should say. Many also smoked cigarettes. A proportion used GHB and cannabis as well. So to enroll the group of 16 people, we did some screening on 77, 23 consented, and 16 actually started the study. And you can see the retention there. We started with 16 and we ended up with 10 patients completing the study. Again, just remember that the patients didn't know that it was an ascending, descending dose study. And you can see that the retention stayed at about 14 patients for most of the study, and then there's some dropout once the doses started to decline. In terms of adverse events, there were 38 mild adverse events. There were 3 moderate adverse events. One occurred right at the start of the study. A person was very upset with the situation. One towards the end of the study, somebody got a severe viral illness or a moderate viral illness. And at the end of the study, in the follow-up period, one person developed hypomania. There was one severe adverse event at the end of the study. So at week 8, one person developed suicidality. So the other adverse events were agitation, headache, some diarrhea, and some loss of appetite, which of course is common with stimulants, and some jaw clenching. In terms of cardiovascular safety, essentially you can see the part that's blue, highlighted in blue. That's when the peak dose, the 250 milligram dose, was there for the 2 weeks, and you can see that both the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure did not change and didn't go into a harmful level very often. This was, of course, is very important because one of the theoretical problems with substitution treatment with stimulants compared to opioids. So, for example, if we use methadone or buprenorphine, you know that we must be very careful, especially commencing, especially with methadone, that we don't induce respiratory depression too much. That's the problem with opioids, and once there's adequate tolerance to opiates, opiates are quite safe if taken in a controlled situation. So the risks with stimulants are different, and there are cardiovascular risks, of course, and risks of stroke as well. So this was important to establish that there was adequate cardiovascular safety. There were no ECG changes. I won't present those data as well, but we screened with electrocardiogram all patients. And similarly, the pulse, it got a little high, especially at the peak period. It was around 90 beats per minute.
but nothing to be too concerned, and was not a reason for withdrawing patients for the study. In terms of their mental health, so we use the brief psychiatric rating scale. That's a scale that can go up to 7 on individual items, and you can see that really there's no great change at any stage. So throughout the study, when the doses went up and went down again, the patients are scoring quite low across the domains of hostility, suspiciousness, hallucinatory behaviour, and unusual thought content. Other measures, so we also looked at insomnia. Again, it didn't change, and importantly, it didn't get worse as the dose ascended to 250 milligrams. Weight didn't change. Physical health didn't change on a scale. Depression didn't really change. It maybe dropped a tiny bit, as did anxiety. And on overall patient tolerance, on a scale of 0 to 100 on a visual analog scale, essentially all of the time patients were reporting that they tolerated the medication quite well. In terms of use of methamphetamine, you can see that, so on your right, you can see the urine drug screen, and you can see that there's a couple of patients who are reporting negative. So the majority of patients are still reporting some methamphetamine use through the study. It's dropping from that baseline level of around 21 days per month to when it gets to the peak, it's dropped to 8 days in the previous month. So in terms of craving and withdrawal, the craving doesn't really change. It drops a little bit and then maybe increases very slightly, but it's not significant towards the end. And the patients weren't complaining of a lot of withdrawal symptoms. And in terms of satisfaction, again, the patients expressed satisfaction with the medication when we asked them regularly. And especially as the study went on, the patients seemed to be slightly more satisfied with the medication. In terms of other substance use, most patients did not have other substance use, but there were 4 cases where there was some. So one patient had a little bit more intensity of GHB use in the study. One had some more methamphetamine use, especially going up to the peak. Another had a increasing and decreasing pattern of alcohol and GHB use. And another had some more cannabis use, especially at the end of the study once the medication had finished. And then in terms of risk behaviours, this is a scale of HIV risk behaviour. It didn't change. The second scale is one of criminal behaviour, and most criminal behaviour was related to drug selling or theft to buy drugs, and that dropped off in terms of intensity across the study. Again, sorry, the quality of the slide isn't so good, but the price people would pay when we asked them how much did they think it's a way to try to compare the drug to methamphetamine, they pay a moderate amount, around about $20 Australian per day, so that's about €13. Methamphetamine, in comparison to buy a street deal of methamphetamine, is about $50, so that's about €35 per day. And then similarly in terms of drug liking, there was a modest liking for the drug, but methamphetamine, of course, would rate much higher. So the patients liked it, but not liked it enormously, and they didn't dislike it enormously either. So I guess what does this show? That certainly it's possible to give patients lisdexamfetamine, patients who are dependent to methamphetamine. And there's also some very interesting data on the neurocognitive results. I'm not going to present them to you now, but Raimondo Bruno, who's a colleague from Australia, who is here as well, has a poster on this. And again, it's it's an uncontrolled study, but maybe there's a window to try to better engage patients in treatment, and some of the neurocognitive data supports that. So our plans from here are to conduct a larger multi-site study, a randomised trial of approximately 150 patients over multiple centres, to compare the medication to placebo and to see if it helps patients with severe methamphetamine dependence. Merci beaucoup.
beaucoup d'avoir respecté le timing et ce qui nous laisse la possibilité de poser quelques questions. Donc, oui. Est-ce que nous avons un micro? Merci. Oui, c'était tout à fait passionnant, mais je voudrais tout de même faire une remarque sur les présentations, en particulier celle de Jean-Michel Delisle, qui était par ailleurs passionnante. Il n'est pas si facile que ça de faire des essais cliniques avec des substances qui sont classées dans le Schedule 1 des conventions, c'est-à-dire le cannabis. Alors il est possible que l'OMS demande à ce que le cannabis soit déclassifié, parce que ça devient presque indécent qu'il reste dans le groupe 1. Le groupe 1, c'est le groupe des substances dangereuses sans aucun intérêt thérapeutique. Et en réalité, il est extrêmement difficile aujourd'hui, et malheureusement, je crois qu'il ne suffit pas de demander à la NSM et à Nathalie Richard une autorisation pour, par exemple, faire un essai sur les microdoses de LSD, ou pour faire un essai sur le LSD dans les phases d'agonie, ce qui me semble être une question assez importante. C'est très très difficile de faire des essais avec... Alors, il s'avère que la MDMA, par exemple, a un essai de phase 3 officiel, FDA, sur les TPSD. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de soldats américains qui ont des PTSD et que c'est tellement intéressant qu'on est allé au-delà de ce qu'on fait habituellement. Et vous savez que la kétamine, et je vais m'arrêter, hein, la kétamine, l'OICS voulait absolument la mettre en classe 1. Il a fallu que l'OMS se batte en disant que c'était l'anesthésique le plus utilisé dans les pays pauvres pour que finalement la kétamine ne soit pas classée. Donc je crois qu'il y a une bataille sur cette question. Alors on voit bien d'où ça vient, c'est une espèce de syndrome Léry-Alpert, hein, on se dit aïe aïe aïe, on va confier à des médecins qui ont l'air respectables des substances extrêmement, qui le sont très peu, comme vous l'avez dit, et puis ils vont faire des bêtises avec, ils vont dire à tout le monde prenez-en, comme ce qui s'est passé avec Léry et Alpert au milieu des années 60. Peut-être que c'est ce traumatisme-là, mais il faut le dépasser, parce que, indépendamment des questions d'usage récréatif, ce sont des substances qui présentent un intérêt considérable, alors même que dans le champ des médicaments officiels de l'esprit, eh bien, mon Dieu, depuis la grande révolution des années 50, il ne se passe en réalité pas grand-chose. Merci. Il faudrait presque faire un appel, voilà ce que je voudrais dire. Merci Bertrand pour cette intervention. Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire évoluer les choses et notamment on essaye d'y contribuer en réintroduisant ce type de dossier dans des discussions apaisées à vocation scientifique. C'est ça aussi qui peut faire évoluer les représentations, les nôtres, les vôtres, sans doute celles des collègues qui sont à l'enjeu du médicament et peut-être faciliter à l'avenir les choses si des promoteurs en tout cas se manifestent. L'autre élément, en même temps, il faut faire attention au fait que des recherches sur des utilisations médicinales puissent être interprétées par certains naïvement comme « donc c'est des bons produits ». C'est tout ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire, pour autant, il faut faire attention à ce que ce type de recherche, qui, à mon avis, soit absolument indispensable, soit à développer, soit à promouvoir, etc., dans la communication externe, ne soit pas interprété comme, finalement, vous avez raconté des histoires, c'est pas si dangereux que ça, voire c'est bénéfique. Il se trouve que cette réflexion qu'on a tous, et qu'on partage, évidemment, surtout à propos des produits psychédéliques, et même des dissociatifs, d'ailleurs, c'est une réalité qu'on connaît tous quand on travaille sur le terrain auprès d'usagers de substances, et pas plus tard qu'il y a 15 jours, quand même, on a un patient qui a survécu, par bonheur, après une chute de 7 étages, fracture du crâne, hématome extradural, etc. Et quand on lui a demandé ce qui s'était passé, il avait commandé du PCP, ça existe encore, le PCP. Il avait commandé du PCP sur Internet et il est allé sur son balcon et il est monté sur un banc qu'il avait sur son balcon parce qu'il se sentait aspiré par le soleil. Donc bon, il faut réfléchir à tout ça, mais je pense qu'on est d'accord. D'autres questions? Pas d'autres questions? Alors moi j'en ai une pour Adrian Dunlop. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déceptions par rapport justement à l'utilisation des psychostimulants dans le traitement de l'addiction à la cocaïne. En tout cas, il y a eu finalement des résultats qui paraissaient très prometteurs dès qu'on était dans l'expérimental et lorsqu'on était chez l'humain, mais en laboratoire. Et dès qu'on passait en vraie vie, entre guillemets, les choses étaient quand même moins claires.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est, et d'ailleurs on le voit dans votre population où il y a différentes situations, est-ce que vous avez l'impression sur vos premiers résultats qu'il y a potentiellement des différences selon les individus, selon la problématique sous-jacente en termes d'efficacité? Parce que la question qui se pose, et c'est vrai pour les autres addictions, est-ce qu'il n'y a pas justement donc des éléments qui vont prédire la réponse thérapeutique? Thanks, that's a great question. I think to date the studies that have been done do suggest that there might be some difference with both cocaine dependence and with methamphetamine dependence with the subpopulation that also have a diagnosis of attention deficit disorder. Of course, it's a debated concept, having attention deficit disorder and stimulant dependence at the same time, and some psychiatrists would say, no, this is impossible, you can't really diagnose it, and others would say that you can, but there are, I think, 3 studies now which seem to show a benefit if you're particularly selecting patients with both a stimulant dependence disorder, be that cocaine dependence or amphetamine dependence, and also have ADHD. Having said that, in the group that we've done so far, it's really too small to hypothesize too much. But I am reminded, I think both of my colleagues presented this concept, so we often in a medication study, we talk about the drug, the dose, and are very specific about that. But there is a package of treatment that's provided around the drug and the dose, and maybe we don't academically describe that so well. So there are ways that you can support a patient in a medication trial and they can continue in it, and there are ways that patients don't do so well and they can drop out. And of course, the biggest problem with all of the larger studies, I think to date, is that you just don't see much of an effect. You see a small effect, but the retention isn't so good, or the reduction in stimulant use isn't so good. Still, I think the major problem is that unlike opiates where you can give a high dose of methadone or a high dose of buprenorphine, we're not that comfortable in giving very high doses of prescribed stimulants because of this risk of cardiovascular effect or mental health side effects. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Nicolas Autier. Merci. Oui, je voulais juste d'abord vous remercier pour ces interventions extrêmement intéressantes et ces jolis voyages. C'était pour rebondir sur les problématiques du cannabis. On n'a pas beaucoup parlé là, du cannabis, puisqu'il y a certaines drogues qui peuvent devenir médicaments. Le cannabis vient d'être évoqué. Les problématiques réglementaires viennent d'être évoquées. Je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper de sujet. Le cannabis, je pense que tant qu'on parlera de cannabis thérapeutique, on va droit dans le mur. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin et qu'il faut aller parler de cannabinoïdes et que les mots sont extrêmement importants sur ce sujet-là. Si on veut aussi que les autorités s'emparent sérieusement de la question et la traitent comme elle doit être traitée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, il faut en parler. Deuxième chose, ce ne sont pas aux autorités de promouvoir des études, c'est à nous, les médecins, les chercheurs, de faire ces études. C'est comme ça que fonctionne le système. Donc, c'est à nous d'avoir la main et de proposer aux autorités. Je suppose qu'en Australie, c'est la même chose. Peut-être aux États-Unis aussi. Enfin, en tout cas, c'est à nous, chercheurs, de faire ça. Et il n'y a pas forcément de limite. Il existe déjà des études qui ont été réalisées sur le cannabis, y compris en France, notamment dans le domaine de la sécurité routière, expérimentale. Donc, c'est tout à fait possible. Mais une fois de plus, il faut s'emparer de la chose et il faut la porter. Il ne faut pas attendre que ça vienne des autorités publiques. Ce ne sont pas leur rôle, ce ne sont pas leur mission. Merci effectivement pour ce commentaire important. J'ai une question concernant justement le travail sur la kétamine. Vous avez utilisé comme comparateur le midazolam, donc on est plutôt sur benzodiazépine, ce qui était plutôt surprenant dans une situation de la cocaïne, finalement, de comparer kétamine versus midazolam. Pourquoi? Quel était le rationnel de ce choix, et plutôt que de prendre finalement un psychostimulant? Well, ketamine has sympathomimetic effects in that it
can raise blood pressure, but at the doses we were using it, it can be quite sedating. And so what we wanted to do was, as best we could, simulate the effects of ketamine for the control subjects so that they felt like they were in a trance-like state, and also simulate the effects of ketamine for the investigators so that investigators would not be unblinded by the usual things that we might associate with a psychoactive substance like ketamine. If the person stayed awake, for example, and was perfectly coherent, it would unbreak the blind, or break the blind, rather. So, midazolam has also been used in other trials investigating ketamine. We wanted to remain consistent with other investigations that have also found midazolam to be a fairly good control. Yeah, it's been effective insofar as it hasn't, created, according to participants, clear binary marker. Okay, I got ketamine or I got something else. Another aspect of our trials that we implemented to maintain the blind was we gave the participants the impression that they could get any of several medicines. It wasn't simply ketamine or midazolam. It was ketamine, midazolam, methamphetamine, D-cycloserine, memantine. And that was intended to give participants the impression that there are several medicines with a variety of psychoactive effects that they might get. It wasn't so dichotomous. And expectancy is a big issue in these sorts of trials, and we wanted to manage that as best we could. Thank you very much. Oui, une dernière question. Je voulais juste faire une remarque. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, de l'usage de la kétamine par rapport aux addictions aux stimulants, c'est que c'est absolument pas dans une idée de substitution, mais plutôt d'accompagnement à la thérapeutique, psychothérapie ou autre. Voilà, c'est ça qui est vraiment, que je trouve très intéressant dans l'usage des psychédéliques. Voilà. Et qui... Alors, je pense qu'effectivement, il faut avoir différentes perceptions. Alors, c'est vrai qu'on est très formaté sur l'aspect très substitution. Finalement, on va vers un produit. Alors, c'est une piste, effectivement, et on l'a vu à travers les différentes stratégies qui existent pour les opioïdes. On l'a évoqué pour le GABA, on l'évoque effectivement pour d'autres produits, mais vous avez raison, parfois, effectivement, il faut le prendre d'une autre façon, sur d'autres aspects, finalement aussi pour la problématique sous-jacente. C'est ce qu'on a évoqué quelque part avec l'ADHD, finalement. On va s'adresser plutôt à la comorbidité, à la co-occurrence, et finalement, on le sait très bien que la kétamine, donc finalement, va s'adresser à autre chose, et notamment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait très bien qu'au-delà d'agir sur la même réceptologie, c'est aussi sur les transmissions glutamatergiques qui sont effectivement impactées dans les addictions, mais aussi dans de nombreuses pathologies psychiatriques. Donc, quelque part, effectivement, on voit bien que c'est une vision en termes de voie finale commune qu'il faut avoir, au-delà, effectivement, d'une simple vision substitutive. D'où l'intérêt de bien identifier les patients et proposer justement donc le traitement adapté. Je crois qu'on va en rester là, puisqu'effectivement nous arrivons au terme de cette séance. Je remercie pour la qualité, pour avoir respecté le timing des orateurs et pour l'assistance nombreuse et interactive. Merci.